Prendre la parole en public est un exercice redouté. C'est d'ailleurs la première peur citée au monde avant même la peur de mourir. L'art oratoire peut-il s'apprendre? Est-ce qu'il existe des techniques? Nous recevons pour répondre à ces questions Maître Dominique Arcadio, avocat spécialisé en droit des victimes. Maître Arcadio, bienvenue et bonjour. Bonjour. Alors vous exercez déjà depuis 40 ans. Qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui de nous parler de l'art oratoire? Vous êtes dur avec moi en soulignant le passage du temps. 40 ans d'expérience, ça explique beaucoup de choses, mais pas seulement. J'ai grandi dans une famille où on vivait avec les livres, l'art oratoire. Mon arrière-grand-père était conteur dans un village de la montagne corse. Alors, je sais que Herman Melville disait « Tout homme jeune et ardent doit aller vers la mer ». Mais ça, c'est pour les Anglais, les Américains. Chez nous, c'était plutôt les livres, les débats d'idées, les mots. En réalité, ces 40 ans d'expérience m'ont permis de rencontrer des gens extraordinaires, des avocats qui comptaient beaucoup, dont les noms sont un peu oubliés. J'ai presque envie de leur redonner vie en les prononçant aujourd'hui. Je pense en particulier au pénaliste lyonnais François Lafiongue, qui était un personnage haut en couleur, avec une voix mélodieuse au service d'un style simplissime. La simplicité, toujours très important dans l'art oratoire. Style simplissime et une capacité de capter les instants de l'audience et de mettre les rieurs de son côté. Je le revois à la cour d'assises du Rhône, exécuter en 2 temps 3 mouvements le témoin de l'accusation. C'était un gendarme, un adjudant très content de lui, très martial, trop peut-être. Et François Lafiongue disait « Mesdames et messieurs les jurés, vous vous souvenez de l'adjudant Attel avec sa belle moustache, son uniforme impeccable, ses bottes cirées, son képi sous le bras? Pas le genre d'homme devant qui vous aimeriez traverser en dehors des passages cloutés. » Et brusquement, ce témoin, si plein de suffisance, est apparu comme le Pandore, le gendarme de Guignol sur lequel on tape. Il n'avait plus du tout le même crédit. Ces personnages, ces gens que j'ai rencontrés m'ont apporté des choses, je les ai observés. Et puis, peut-être ce qui m'a déterminé, c'est le contact avec les jeunes confrères. Ceux qui ont travaillé à mon cabinet et à qui j'ai envie d'apprendre ce que j'ai mis du temps à apprendre pour leur éviter de commettre les mêmes erreurs que moi. Parce que je pense que l'art oratoire est à la portée de tous, pas seulement des avocats, à la portée de tout le monde. C'est quelque chose de possible, à condition de respecter certains principes et certaines valeurs. Il est vrai que prendre la parole peut arriver dans de nombreuses circonstances de la vie courante, que ce soit à titre privé ou professionnel. Alors, si on vous entend bien, il existe des techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, volontiers. Il existe des techniques, mais la grande règle, c'est qu'il faudra toujours privilégier le travail. Ce n'est que dans le dictionnaire que le mot talent arrive avant le mot travail. Et la deuxième grande idée, c'est qu'il faudra toujours faire passer une conviction. L'art oratoire, c'est l'art de la conviction, de convaincre. Maintenant, c'est bien d'avoir des techniques. Et la première des techniques, elle est toute simple. Il faut connaître son auditoire. Il faut toujours savoir à qui on s'adresse, quelles sont les attentes du public et le langage qui lui parlera le plus. Je me souviens, dans les années 2000, j'avais fait une conférence à un parterre de professionnels qui étaient des petites entreprises, PME, sur la faute inexcusable, une notion un petit peu complexe de droit du travail. Et après ma présentation, PowerPoint, j'étais très fier de moi, toutes les questions ont porté sur un autre sujet, sur la faute pénale. J'ai compris que j'étais passé à travers mon sujet. Je n'avais absolument pas compris à qui je m'adressais. Alors ça m'a servi de leçon. La conférence suivante, je la donnais à des moniteurs d'auto-école. Donc sur un sujet difficile qui était la responsabilité des moniteurs d'auto-école lorsqu'ils ont à côté d'eux des conducteurs qui peuvent être en état alcoolique ou stupéfiant. Donc j'ai expliqué ce qu'était la responsabilité pénale, la responsabilité civile, un peu comme j'aurais voulu qu'on m'explique un moteur à combustion. Et dans l'ensemble, tout le monde était content. J'avais 30 personnes, et sur ces 30 personnes, j'en avais 29 qui trouvaient que c'était très bien. Et une qui trouvait que tout était mal. Mauvaise présentation, mauvaise explication, etc. Et j'en ai conclu que l'art oratoire, c'est aussi
accepter de ne pas plaire à tout le monde, d'avoir toujours quelqu'un qui trouvera que ça n'est pas à son goût. Et d'une certaine façon, la provocation est quelque chose de possible dans l'art oratoire. On n'est pas obligé d'être démagogique. Donc c'est la conviction, c'est la connaissance de son auditoire. Et à ce propos, je pense qu'il y a une démarche à adopter. Lorsqu'on a un auditoire pas trop nombreux, c'est intéressant de demander aux gens qui ils sont, de les demander de se présenter. Et puis on peut trouver d'ailleurs un petit mot à dire à chacun, qui fait que très vite on va avoir une certaine sympathie de la salle parce qu'on est en communication. On n'est pas celui qui sait et qui parle, on est quelqu'un qui échange. C'est très important. Justement, Maître Arcadio, il peut arriver parfois de perdre l'attention de son auditoire. Comment y remédier ? Quand on perd l'attention de son auditoire, il faut observer un silence. Il faut observer un silence et il faut mesurer les réactions. Il faut intéresser les gens, les remettant dans votre sujet. Première chose, il faut bien occuper l'espace. L'emplacement, la lumière, l'estrade, le micro. Le micro, c'est important parce que ça permet de donner une tessiture à la voix. Mais il faut aussi toujours en face des gens à qui on veut parler pour que vous puissiez capter leur attention avec les yeux. Je me souviens d'une expertise médicale où on était arrivé en retard et on était relégué au fond de la salle. Et le débat se faisait devant les experts. C'était une leçon que je n'ai jamais oubliée. Il faut toujours être en face des personnes à qui on parle et s'adresser à eux pour qu'ils aient l'impression qu'ils sont les interlocuteurs uniques. Il faut donner aussi une place au langage du corps. De nombreuses études ont prouvé que les mots, c'était une partie seulement de l'art oratoire. Les expressions du visage en sont une autre, très importante. La gestuelle, beaucoup. Il ne faut pas avoir une gestuelle qui contrarie ce qu'on est en train de dire. Les mots, les bras croisés, ça empêche le souffle, c'est pas bon. Voilà. Donc il faut... le fait de marcher de long en large. Un certain nombre d'avocats que j'ai vus marchent de long en large. C'est insupportable. Les juges ont l'impression qu'ils sont à Roland-Garros et on perd l'attention. Surtout, il faut poser sa voix lentement, varier les tonalités, respecter les silences. On dit que les silences sont une parole. Ne pas changer de rythme, c'est perdre l'attention. Il faut être tantôt adagio, tantôt allegro, parfois chuchoter. Il y a un avocat lyonnais qui est toujours en activité, qui s'appelle Jean-Louis Abad, qui a une voix extraordinairement forte, mais il commence souvent ses plaidoiries en chuchotant. Et là, tout de suite, il y a une attention qui se crée. Puis il va monter en puissance. C'est faisable. Il faut savoir varier les tons, clamer quand on doit clamer, mais chuchoter. Quand on parle lentement, les gens écoutent plus que quand on parle fort. Ils tendent l'oreille. Il faut capter le regard. Il faut surveiller les mimiques, il faut les interpréter. Difficile, on perd vite sa concentration. Moi, je me souviens d'un dossier où j'étais pas bon. J'étais pas bon du tout. Et le juge tapotait sur son pupitre pendant que je plaidais, comme ça. Et donc, j'étais en train de prendre conscience, en le voyant tapoter, que vraiment je l'ennuyais et qu'il fallait que je raccourcisse et que j'arrête. Il faut réévaluer l'attention que nous porte le public. C'est très important. Je pense surtout qu'il faut mettre de la conviction dans son propos. Parler au public, c'est transmettre un message. Il faut dire les choses sans s'excuser de les dire. J'ai vu des avocats qui, parce qu'ils étaient mal à l'aise, parce que j'étais pour les victimes, plaidaient la relaxe de leurs clients, mais en s'excusant presque vis-à-vis de la victime. Non, quand on dit quelque chose, on assume. Et puis, Aude, quand on n'a rien à dire, on ne dit rien. Parce que quand tout a été dit par le précédent orateur, quand on est juste en train de répéter ce que les autres ont dit, et parfois en moins bien, il vaut mieux utiliser cette phrase, comme le dit La Bruyère, tout est dit, j'arrive trop tard. C'est succès garanti. Mais surtout, il faut surprendre, étonner, intéresser. Un petit peu, vous voyez, il faudrait, alors c'est plus vrai pour un discours, il faudrait être un peu comme ce professeur de littérature dans ce film avec Robin Williams, Le cercle des poètes disparus.
il changeait la perspective des choses. Il faisait monter sur les tables ses étudiants pour lire du Whitman, Capitaine ou mon capitaine. Changer la perspective, apporter une autre perspective. C'est ça qui est intéressant dans l'art oratoire. C'est pas de dire ce que les gens s'attendent à ce que vous disiez, c'est de leur montrer un autre éclairage. Changer l'angle de vue. Je pense aussi que, mais ça c'est très personnel, je pense aussi que le public est friand de rêves, d'histoires. Il aime les histoires, un peu comme l'enfant qui s'endort. Un jour, je plaidais un dossier très très difficile, dans une ambiance très lourde. J'étais pour un médecin qui avait utilisé trop fort les forceps et avait écrasé la boîte crânienne de l'enfant. Et c'était un dossier pénal, donc devant une juridiction pénale, très sombre et avec quelque chose de dramatique. Et j'avais envie de commencer en créant un climat. J'avais lu quelques jours auparavant le livre de Philippe Claudel, L'arbre Toraja. Et il y avait cette belle histoire du pays Toraja, les célèbres, où dans un village, il y avait un arbre noueux dans lequel les parents qui perdaient leurs enfants déposaient les petits corps emmaillotés à l'intérieur de l'arbre, dans les creux de l'arbre. Et quand l'arbre montait, dans ce pays tropical, les arbres montent très vite, et quand l'arbre montait, le corps de l'enfant montait vers le ciel. Et c'était très apaisant pour ces familles. Et j'ai donc raconté cette histoire et dit au juge, mais je souhaite que vous soyez l'arbre Toraja de l'audience pour apporter un apaisement à cette famille et peut-être à ce médecin. Et là, le climat était créé avec quelque chose qui avait étonné. Il fallait oser. Je m'étais souvent posé la question de savoir si c'était prudent de le faire, mais je pense qu'il faut surprendre. Finalement, si j'ai bien compris, Maître Arcadio, être un bon orateur, ce n'est pas un don, c'est un ensemble de techniques, c'est du travail. Mais est-ce qu'il existe, à contrario, des pièges à éviter ? Oui, bien sûr. Le corollaire de cette inventivité qu'on peut avoir, ce travail qu'on peut avoir sur des sujets qui vont nous emmener vers des digressions, c'est justement de perdre son sujet. On est censé dire quelque chose et on doit s'en tenir quand même à son propos et ne pas être trop long non plus. Donc c'est très désagréable de voir un orateur parler de ce qui lui plaît le plus et ce sur quoi il est le plus à l'aise et d'oublier complètement son sujet. Donc il faut effectivement structurer sa pensée et dire des choses. Alors comment structurer sa pensée ? C'est pas simple. On peut avoir des notes devant soi. Moi j'en suis incapable. Je les confonds toutes les pièces, tout est en vrac. François Lafionc dont j'ai parlé avait une particularité. Lui, il avait des notes, mais c'était une note par page. Et il avait 5 ou 6 pages. Et il lisait un mot. Et le mot lui faisait penser au reste. Ma technique, pour ne pas oublier ce que je vais dire, c'est d'être dans la chronologie. Il était une fois ma chronologie des événements qui me permet de raconter l'histoire. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est très important, c'est séduire son auditoire. Je me souviens d'un confrère corse, Lucien Fely. Lucien Fely, c'était un merveilleux avocat qui savait raconter des histoires et toujours avec une pointe d'humour et une gentillesse dans son humour qui faisait qu'on se souvenait de lui. Et on ne pouvait pas douter de ce qu'il racontait tellement c'était sympathique et toujours amusant. Alors, moi, j'essaie souvent de manier l'humour, c'est plus fort que moi, mais toujours en me moquant un peu de moi. C'est-à-dire que j'essaie de me moquer de l'image que peut donner l'avocat. Par exemple, quand je défends certaines victimes, j'explique que oui, une blessure à l'épaule, pour moi, c'est juste compliqué pour porter mon stylo Montblanc et conduire ma BMW. Mais pour lui, qui est plombier chauffagiste, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est une façon de se moquer de soi. Il ne faut jamais se moquer des autres. C'est trop facile d'avoir la possibilité de parler et de se moquer des gens qui ne sont pas présents pour vous répondre. Donc c'est très mal perçu. Donc l'humour, oui, mais jamais au détriment des autres. Un humour, mon point de vue, c'est un humour gentil, des proches, peut-être pas Bigard. Bah, je peux aimer Bigard. Voilà. Si vous aviez une conclusion, Maître Arcadio, ce serait laquelle ? Ça serait le début de notre introduction, de notre propos. C'est que parler en public, ça peut être donné à tout le monde, à condition de respecter un socle. Cerner son auditoire, occuper l'espace, se servir du langage corporel pour soutenir sa parole, parler
posément, avec des ruptures de ton et de rythme. Surveiller les réactions du public, en tenir compte, mettre de la conviction dans son propos, surprendre, étonner, intéresser, faire rêver, changer les perspectives, respecter son sujet, son temps de parole, séduire sans démagogie, manier l'humour avec délicatesse, jamais aux dépens d'un tiers, et peut-être aussi être soi-même. Maître Arcadio, je vous remercie pour nous avoir livré tous vos secrets. Je vous propose de nous retrouver lors d'un prochain épisode consacré, lui, au discours. Je vous souhaite une agréable fin de journée. À très bientôt. Au revoir.